Bonjour les amis internautes, bienvenue sur votre chaîne Korotkama TV. Aujourd'hui, votre émission Entretien avec reçoit M. Siressi, économiste et homme de médias. On lui laisse le temps de se présenter. Bonjour M. Siressi. Oui, bonjour COD. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, je m'appelle Siressi. Je suis l'auteur du livre, un livre-essai qui s'appelle Afrique, le modèle du monde, essai sur une géostratégie afro-centrée. Je dirige aussi un think tank qui s'appelle Africa Worldwide Group, qui est un think tank afro-centré sur les questions de géopolitique, de géoéconomie et de géostratégie. Et je donne des enseignements à l'ISM aussi. Pouvez-vous revenir sur votre parcours et quelle est votre spécialité par rapport à ce que vous faites? Ouais. Moi, j'ai un parcours assez chaotique. Hein. Donc, à l'origine, moi, je suis économiste. En fait, je suis économiste planificateur. J'ai été au ministère de l'économie et des finances pendant un certain moment. D'abord à la direction de la prévision et des études économiques, puis à la direction générale de la planification et des politiques économiques. Après, pratiquement à part le ministère des Finances, j'ai passé le plus clair de mon temps dans le métier de la presse et de la communication, et disons aussi dans le métier de la consultance. J'ai pu avoir 20 ans d'expérience dans les médias, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. En termes d'expérience, j'ai été le directeur général de Africa 7 TV, directeur général de Radio Convergence FM, Radio panafricaine, directeur aussi de LinkedIn IPTV, qui s'appelle Bichiri TV, donc, qui était entre les États-Unis et ici à Dakar. Donc, dans la presse écrite, je dirigeais aussi une publication qui s'appelait African Business Journal, qui était basée au Maroc, où j'ai vécu pendant 6 ans. Donc, à part cette expérience-là, depuis pratiquement 2015, je suis très concentré sur un cabinet conseil qui s'appelle un think tank, qui est Africa Worldwide Group, qui occupe pratiquement l'essentiel de mon temps. Bon, c'est disons chaotique et riche, quoi, voilà, tout à fait. Ça dépend, quoi, ouais, ça dépend, mais bon. Ça fait presque 22 ans que je mène une vie professionnelle plus ou moins active. Voilà, donc peut-être qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Comme vous l'avez dit, vous êtes économiste à la base. Et nous vivons dans un contexte où il y a une crise sanitaire, mais accompagnée d'une crise économique. Absolument. Maintenant, comme la chaîne est une chaîne qui se dit panafricaniste, tous nos angles de traitement vont en phase avec les préoccupations africaines. C'est dans cette logique qu'on pose la question, économiquement parlant, quelle est la posture de l'Afrique en ce qui concerne la crise sanitaire ainsi que la crise économique qu'a engendré cette crise sanitaire? Oui, d'abord je me réjouis que votre chaîne YouTube soit une chaîne panafricaine. Souvent je dis que au-delà d'être un optimiste du continent africain, mais je suis un passionné du continent africain. Je pense que c'est le mot le plus fort que être seulement optimiste. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a connu d'abord ce qu'on appelait une crise sanitaire. Et cette crise sanitaire-là s'est mutée en une crise économique, en une crise sociale, à une crise de tous les secteurs, et j'allais même dire à une crise civilisationnelle, on pourrait en venir. Parce que c'est véritablement la civilisation de l'humain qui est remise en cause par le petit virus. Parce que pendant longtemps, du point de vue philosophique, l'homme s'était rendu maître et possesseur de la nature. Ça veut dire que l'homme pensait avoir une pleine maîtrise des choses et des situations. Maintenant, voilà aujourd'hui que la Covid, un petit virus, nous rappelle la condition humaine, qui est une condition très précaire, très fragile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui ont été reléguées au second plan, comme la question de la mort. Aujourd'hui, le coronavirus nous rappelle et nous invite par force à réfléchir
un nouveau type de rapport avec la mort, parce que, etc. Mais ce qu'on peut retenir ici, c'est que quand un virus est parti d'un secteur, disons, sanitaire, médical, pour venir perturber autant de secteurs, ça veut dire que le monde n'a jamais été aussi interconnecté et interrelié. Ça prouve encore une fois de plus qu'il y a une nécessité d'aller aux sources des savoirs, aux sources de la meilleure compréhension du monde qui faisait que le monde était envisagé dans sa globalité. Et qu'au-delà de nos spécificités, que ce soit l'économie, la culture, le social, le sanitaire, etc., il y avait une nécessité pour mieux penser le monde, pour mieux vivre le monde, d'approcher le monde dans une approche systémique. Aujourd'hui, s'il y a une leçon qu'on peut tirer de la COVID-19, c'est que la meilleure manière d'appréhender et de vivre le monde, c'est d'avoir une approche systémique des choses. Deuxième leçon qu'on peut avoir par rapport à cette COVID-là, c'est qu'en définitive, rien n'est acquis. Et que la menace, elle est imminente, comme dirait Jean-Paul Sartre, en parlant de la mort, qui disait que c'est une imminence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, jamais le monde que nous avons vécu, que nous avons connu, ne sera plus jamais le même à partir de la COVID. Troisièmement, ce que nous avions pensé être assez difficile ou assez compliqué, aujourd'hui, s'est révélé être assez pratique, hein, pour l'humanité. C'est ce qu'on appelle le télétravail, c'est les webinaires. Tout le monde savait que c'était dans l'ordre du possible, du point de vue de la technologie. Mais l'homme est un être qui, une fois s'est habitué à une pratique ou à une chose, a du mal à s'en sortir. L'homme n'aime pas le changement, il est pas réfractaire au changement. Mais pour autant aussi que l'homme est très réfractaire au changement, pour autant l'homme a des capacités d'adaptation par rapport à ce qui change. Aujourd'hui, ce qu'on avait pensé être presque impossible, que rester toute une année sans que les avions nous volent, rester toute une année sans qu'il y ait des conférences, sans que les gens ne se voient. Aujourd'hui, la COVID a révélé que une autre humanité était possible. Ça veut dire que voilà, on pouvait vivre sans pour autant se voir physiquement et continuer à faire du business si on est dans le monde du business, à se partager des idées si on est dans le monde des idées. Et ce qui m'a le plus plu, et c'est ça que l'humanité a montré à travers toute sa civilisation, quand il y a l'inconnu, il est très réfractaire à aller vers l'inconnu, mais une fois que l'inconnu s'impose à lui, il a cette capacité de dompter et de maîtriser cet inconnu. Et aujourd'hui, j'ai vu des multinationales qui, depuis le début du coronavirus, ont instauré ce qu'on appelle le télétravail. Pendant 1 an, ils ont fonctionné par le biais du télétravail et ils se sont rendus compte que leur business avançait tant bien que mal. Si bien que la facture locative qui les coûtait 15 millions par mois en termes de charges locatives, ils ont décidé maintenant de libérer complètement leur bureau qui était en location et de renforcer les équipements de leurs collaborateurs pour que les gens restent chez eux pour travailler, pour ceux qui le peuvent et ceux qui ne le peuvent pas, de les aménager des bureaux à l'ensemble. Voilà aujourd'hui, du point de vue économique, une des conséquences positives en termes d'externalité. Donc, globalement, et c'est peut-être là où je vais chuter, la COVID donne à l'Afrique, comme la mondialisation avait donné à l'Afrique, la COVID donne à l'Afrique une chance, une nouvelle chance, pour pouvoir reprendre son destin en main et renégocier sa place dans la globalisation. Vous savez, avec les technologies, même si je récuse l'idée que l'Afrique est en course, l'Afrique, à mon avis, n'est pas en course, l'Afrique suit son chemin tranquillement, selon son rythme et son tempo. Mais avec l'avènement des innovations technologiques, l'Afrique pouvait gagner en termes de bond en avant. Ce qu'il avait peut-être fallu 20 ans ou 30 ans pour en arriver là. Avec les nouvelles technologies, nous avions eu le temps de gagner dans notre marche historique 20 ans en avant.
Aujourd'hui, la Covid nous donne aussi la possibilité de pouvoir gagner encore plus de 50 ans par rapport à notre âge. Ça veut dire que ce que nous aurions dû faire, nous sommes en 2020 et 2021, ce que nous aurions pu faire peut-être en 2040 ou 2050, aujourd'hui, on a la possibilité de le faire aujourd'hui grâce à la Covid. Ça veut dire décrocher un peu du système mondial. Mais quand je dis décrocher, il ne s'agit pas de s'enfermer dans une bulle. Ce serait même suicidaire, parce que l'Afrique est résolument un acteur de la mondialisation. Mais à ce jeu actuel, l'Afrique est davantage un enjeu de la globalisation qu'il est un acteur de la globalisation. Et aujourd'hui, la Covid nous permet de faire ce repli stratégique pour ne plus nous offrir à la mondialisation, mais peut-être nous ouvrir à la mondialisation. C'est en ce sens-là que je disais que nous avons la possibilité de nous déconnecter un peu pour mettre en avant nos altérités, revendiquer les altérités africaines. Ça veut dire que rester dans la mondialisation, mais ne pas basculer dans la mondialité. Parce que quand on basculera dans la mondialité, ça veut dire que les spécificités africaines seront enfouies. Ça veut dire que l'Afrique ne va plus s'identifier en tant que l'Afrique avec ses réalités, mais l'Afrique sera inscrite dans une moule. Et ça c'est le propre de la mondialité. Et c'est là où la mondialisation veut nous mener. Et c'est en ce sens que la Covid est venue faire une rupture. Acceptons de rester dans le jeu de la mondialisation. Parce que dans le jeu de la mondialisation, l'Afrique est beaucoup plus puissante. Parce que les ressources naturelles qui font alimenter, marcher l'économie mondiale se retrouvent en Afrique. Le marché de consommateurs qui font que les produits manufacturés pour retrouver un marché intéressant, nous sommes en Afrique. Dans le domaine des technologies, l'Afrique est à la fois le potentiel, la promesse, mais aussi les problèmes des nouvelles technologies. Maintenant, en termes d'infrastructure, l'Afrique c'est un continent, disons, vierge, on peut l'appeler. Il y a énormément de choses à faire. À tel point de vue que sur tous les plans, l'Afrique est le continent par essence de la mondialisation, c'est-à-dire du jeu économique dans lequel on met en avant d'abord ses propres intérêts. Maintenant, pendant longtemps, on nous avait basculé dans la mondialisation parce que l'Afrique n'était pas prête. Les autres pays ont eu à se préparer pendant pour certains pays 200 ans, pour d'autres 400 ans avant de basculer dans la mondialisation. Nous, on est relativement jeunes. La plupart de nos pays ont 60 ans. Et vous voyez l'écart, celui qui a pris le temps pendant 400 ans à se préparer et entre celui qui a pris 60 ans pour se préparer. Donc, à tel fait que l'Afrique, à son corps défendant, a été bousculée dans la globalisation. À telle enseigne que l'Afrique n'avait d'autre choix que de se découvrir elle-même, d'apprendre dans la globalisation quand les autres étaient déjà prêts. Maintenant, les nouvelles technologies sont venues pour nous donner une chance, tout en étant basculés de force dans cette globalisation, de pouvoir reprendre un peu le dessus. C'est comme qui disait, les nouvelles technologies n'ont pas suffi, la Covid est venue pour véritablement rééquilibrer les choses. S'il y a un aspect positif que je vois de la maladie Covid, même si, faut le dire, ça fait énormément de morts de l'autre côté de l'Atlantique, mais véritablement, la Covid devrait amener les Africains à pouvoir véritablement reprendre les choses en main. Maintenant, on a l'impression que l'Afrique n'est pas acteur de la mondialisation, mais subit la mondialisation. Absolument. Et que la Covid devait être une occasion pour l'Afrique de s'imposer dans cette mondialisation. Absolument, absolument. Parce que la Covid va forcément rebattre les cartes. Aujourd'hui, si la Covid continue de faire les ravages comme il le fait en Occident, il faut compter entre 10 et 15 ans pour que les économies occidentales en reviennent à leur situation d'avant Covid. Et pendant cet intervalle-là, c'est
l'Afrique était trop dépendante de l'Occident, ou que l'Occident qui mettait beaucoup plus la pression sur l'Afrique, les deux relations sont valables, et que l'Afrique maintenant, ne pouvant plus compter sur les autres comme elle en comptait, va obliger de s'inventer, va obliger de se prendre en charge. Et c'est dans cette quête de prise en charge que l'Afrique véritablement va découvrir tout le potentiel qui regorgeait en elle-même et que pendant longtemps elle a ignoré en pensant que son salut devait provenir nécessairement de l'autre côté. Maintenant, la crise sanitaire nous a permis aussi de réajuster par rapport à certains aspects purement économiques. Nos États ont dû faire de l'intelligence économique pour pouvoir s'en sortir. Ici, dans le cas du Sénégal, on a créé un fonds Force Covid de 1 000 milliards. Comment voyez-vous cette gestion-là de la part de l'État sénégalais? Bon, globalement, il y a des aspects positifs quand même, il faut le dire. Mais aussi, il y a des aspects sur lesquels on peut revenir, même si en posant le cadre, disons, le cadre global, c'est que la Covid, tout le monde, personne ne maîtrisait, finalement ça a surpris tout le monde, et que dès lors que ça nous a surpris, c'est tout à fait normal qu'il y ait des errements ça et là. Deuxièmement, par rapport, pour autant, au niveau de la première vague, si on peut l'appeler comme ça, l'État du Sénégal s'en est relativement bien sorti. Ce n'est pas la même chose par rapport à cette seconde vague-là, qui est beaucoup plus meurtrière. Maintenant, est-ce que les succès qui sont enregistrés lors de la première vague sont à mettre à l'actif des politiques publiques ou sont à mettre à l'actif d'une conjoncture? Je dirais les deux à la fois. Je dirais les deux à la fois. Parce que pour autant, durant la première vague, il y a eu une mobilisation sociale, communautaire. Pour autant aussi, il faut dire que la Covid est arrivée à un moment où c'était le mois de mars. Et tout le monde sait que les médecins disent que, à l'image de la grippe, la Covid est très contagieuse en période de fraîcheur ou d'hiver, si on est de l'autre côté là. C'est quelque part aussi ce qui explique que malgré les mesures de confinement, toutes les mesures drastiques qui ont été prises de l'autre côté, les courbes continuent à augmenter. Ça veut dire que la Covid de l'année passée est arrivée au mois de mars. En général, au mois de mars, c'est le début de la période de chaleur. Et les médecins disent que la Covid, le virus, n'est pas compatible avec la chaleur. Est-ce que c'est donc les conditions, disons, normales de température et de pression qui font que très rapidement la Covid a été maîtrisée? En tout cas, au mois de fraîcheur, janvier, février, on constate que malgré les mesures de couvre-feu, malgré les mesures d'état de crise naturelle, etc., on a les cas qui flambent. Donc, il faut aussi prendre en compte et prendre au sérieux l'aspect conjoncturel. Maintenant, s'il y a quelque chose qu'on devrait peut-être tirer en termes de morale, c'est plus fort même que de leçons, mais en termes de morale, c'est de dire que finalement, le développement d'un pays, la pertinence des choix politiques d'un pays, c'est moins de faire de l'économisme au sens de croissance du PIB, en sens de taux de croissance, au sens de produit intérieur brut, et que finalement, ce qui est plus important et déterminant pour un pays, et dans le cadre des politiques publiques, c'est la capacité à pouvoir prendre la santé et la sécurité de ses populations. Ça veut dire que l'homme revient ou redevient le centre de gravité de toutes les politiques publiques, de toutes les stratégies nationales. Aujourd'hui, la Covid nous a montré que à quoi sert une course effrénée vers les richesses si on ne peut pas vaincre un virus qui s'appelle Covid.
Ça veut dire que la question sanitaire aujourd'hui est plus que jamais. Et dans les années à venir, les États, les gouvernements, le système international, on va énormément investir dans la santé, dans le secteur de la santé. Parce que finalement, on s'est rendu compte que le premier secteur à partir duquel devrait découler toute forme de richesse, ce n'est ni l'industrie, ce n'est ni le pétrole ni le gaz, mais c'est la santé et c'est l'homme. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui prend sa revanche sur, disons, l'économisme de type libéral et de type anglo-saxon. Aujourd'hui, les dépenses de santé, pendant longtemps, dans les pays développés comme dans les pays sous-développés, ont été véritablement négligées. Et c'était pire, même pour les pays en voie de développement, où pendant longtemps, par rapport au secteur de la santé, ils n'avaient pas vu l'aspect de santé-sécurité pour pouvoir se développer, mais ils avaient vu le secteur de la santé comme un secteur de captation de ressources, comme un secteur de profitabilité économique, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons été rattrapés par la réalité de la COVID, qui nous a montré que non seulement nous avons des infrastructures hospitalières très en retard, mais nous avons un plateau médical pratiquement inexistant et nous avons des sous-déficits, vraiment des sous-déficits criards en termes de financement de la santé. Et véritablement, c'est le bon point qu'il faut retenir de cette COVID-là, que tout part de la santé et tout revient aussi à la santé. Sans la santé, l'économie ne vaut absolument rien. Même si vous avez des taux de croissance à 2 chiffres, c'est un petit événement qui vient vous rappeler un peu la condition humaine. On a toutes les questions de santé, la santé au début à la fin. Absolument. Maintenant, d'après ce que vous dites, l'Afrique doit davantage s'imposer dans le monde, mais il y a des domaines où l'Afrique a les capacités de s'imposer. Par exemple, la technologie. Maintenant, quel est le rôle de l'Afrique dans cette guerre technologique-là? Et quels sont les pas que l'Afrique a déjà fait? Vous savez, dans le domaine de technologie, comme je dis, quand l'Afrique sait utiliser les technologies à son profit, l'Afrique peut tirer son épingle du jeu. Mais quand l'Afrique ne réalise pas la pleine mesure de tout ce que les technologies ou la maîtrise de ces technologies peut lui apporter, l'Afrique ne sortira pas son épingle du jeu. Aujourd'hui, il m'a semblé que le chaînon manquant par rapport à l'Afrique, c'est d'intégrer ce qu'on appelle le technoglobalisme en termes d'intelligence économique. Je m'explique. Tant que nos pays vont vouloir faire des chevauchées individuelles dans le domaine de la technologie, c'est bien, ça peut régler deux problèmes, 3 problèmes. Maintenant, le plus important, à mon avis, c'est de ne plus voir nos pays dans les limites géographiques ou dans les limites issues de la conférence de Berlin, mais de voir le continent africain comme dans une perspective unique et globale. Aujourd'hui, il y a certains de ces projets d'envergure sur le plan de la technologie. L'Afrique gagnerait à se mettre ensemble. L'Afrique gagnerait à unir ses ressources. L'Afrique gagnerait à unir ses potentialités. L'Afrique gagnerait à unir et à mutualiser, à fédérer ses ressources, comme dans le cadre de la ZLECAf, qui nous permet d'avoir un marché unique. Aujourd'hui, si nous voulons véritablement exister dans le monde de la mondialisation, les enjeux ne se passent pas sur Terre, mais ça se passe dans le ciel. Et qu'il va falloir que les Africains prennent conscience que la meilleure manière de pouvoir combattre, d'avoir une place sur Terre, c'est d'investir le ciel. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les stations en orbite, parce qu'on va résolument vers une économie des services. On va changer de business model économique, où dans l'ancien monde, le business économique, c'était le bien, la matière première. Aujourd'hui, on va aller vers un modèle économique où la matière première, ce n'est plus la ressource naturelle palpable,
mais ce sera la maîtrise de l'information, hein, et le rapport que nous aurons à avoir par rapport à l'information. Mais l'information, ça ne se passe pas sur Terre en réalité. L'information se passe dans le ciel. Et l'Afrique gagnerait à mettre en place des satellites à vocation et à dimension africaine pour aller faire des conquêtes spatiales. À partir de ces conquêtes spatiales, l'Afrique pourra avoir la sécurité, sa sécurité, à la fois la sécurité de ses données. Parce que dans ce monde de technoglobalisme, celui qui maîtrise les données, celui qui gère la sécurité des données, vous tient quelque part aussi. Et l'Afrique, malheureusement, n'est pas maître de sa sécurité parce que l'Afrique a une relation très négligée avec ce qu'on appelle l'information. Alors que c'est l'information qui est aujourd'hui le moteur de la bataille. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de ZLECAf, c'est une zone de libre-échange africaine. Quelles sont vos attentes par rapport à cette zone-là? Et qu'est-ce que l'Afrique gagnerait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais on n'arrive pas à tirer la quintessence réelle de cette zone de libre-échange. Quels sont les enjeux? D'accord. Avant de revenir sur les enjeux, je voudrais juste revenir sur les deux points de vue divergents sur la question. Les Africains, comment les deux camps se sont situés et sur la base de quels arguments il y a des pour et les contre. Ceux qui sont contre, en réalité, ils ne sont pas contre, mais ils disent que c'est encore prématuré de basculer totalement dans la zone de libre-échange parce qu'ils estiment que dans les autres pays, quand on fait ce qu'on appelle la théorie empirique, si on essaie de voir l'expérience des zones de libre-échange dans d'autres espaces, on s'est rendu compte que les conditions qui ont prévalu à ces zones-là, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à mettre en place une zone de libre-échange, ce ne sont pas les mêmes conditions que nous avons en Afrique. Et parmi ces conditions-là, vous avez, c'est essentiellement l'Union européenne. Ça veut dire que il n'y avait pas de problème de sous-emploi. Déjà, c'est un critère pour pouvoir aller vers une zone de libre-échange. Ensuite, ça doit être des économies industrialisées. Ça aussi, c'est des zones, c'est des critères très importants. Ensuite, on doit faire dans des économies complémentaires. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez des pays comme l'UEMOA, vous avez pratiquement des pays qui font la même chose. Et prenez par exemple le Mali, il fait le coton. Vous prenez Burkina, il fait le coton. Vous prenez le Ghana, il fait le cacao. Vous prenez la Côte d'Ivoire, il fait le cacao. Donc, généralement, il y a des pays dont les structures économiques ne sont pas complémentaires. Dès lors qu'ils produisent la même chose, pratiquement, s'ils font un marché commun, ils vont se vendre la même chose en réalité. Et que pour ceux qui craignent qu'on n'en est pas arrivé à cette situation optimale, il estime qu'en réalité, quand nous allons basculer dans la zone de libre-échange économique, dès lors que nos produits ne sont pas complémentaires, mais sont pratiquement identiques, ça risque de profiter d'autres types d'économies. D'autant plus qu'avec le jeu de la mondialisation, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle les filiales des multinationales. Et quand les filiales des multinationales s'installent en Afrique, ils prennent la carte d'identité de leur pays sur lequel ils sont installés. Donc, ils deviennent des entreprises de droit sénégalais, par exemple. Et dès lors qu'ils sont des entreprises de droit sénégalais, ils sont des entreprises sénégalaises au vu de la loi. Or, en réalité, en fin d'exercice, cette entreprise-là a la possibilité de rapatrier ses bénéfices au niveau de la mer. Donc, c'est ce qu'on appelle les règles d'origine. On les appelle généralement les règles d'origine. Donc, pour ceux qui sont méfiants, ils ne sont pas contre la ZLECAf, encore une fois, mais ils disent que c'est pas encore très favorable. Essayons de travailler pour pouvoir dissocier un produit africain d'un produit multinational, d'un produit transnational, etc., etc. Maintenant, il y a d'autres camps qui sont favorables, qui estiment que si on devait rester tout ce temps à dissocier le diable, à essayer d'identifier le cheval de Troie, etc., etc., on risquera de passer énormément de temps. Ayons foi à l'Afrique, même si au début, on peut y avoir des errements, il peut y avoir des erreurs,
Et d'ailleurs, c'est pour cet objectif-là qu'on a mis en place un observatoire pour pouvoir, tout en étant dans le mouvement, apporter les correctifs nécessaires, apporter les rectificatifs nécessaires. Parce qu'en définitive, dans la vie, on n'est jamais prêt, mais on se prépare. Et que la ZLECAf est une tentative de se dire que on va se préparer, on va aller à l'échelle. Maintenant, moi, ce qui fait que je fonde mon espoir sur la ZLECAf, je suis de ceux qui estiment que nous pouvons nous y aller, nous y embarquer, même si nous risquons dès les premières années de laisser beaucoup de plumes, mais ça nous apprendra de pouvoir nous rectifier de nos erreurs. Et pourquoi nous estimons que nous devrions y aller, c'est que la zone de ZLECAf va créer ce qu'on appelle des effets indus en économie. Parce qu'au-delà de la zone de libre-échange continentale, moi je vois derrière ce projet-là le passeport africain. Je vois derrière ce projet-là la monnaie unique africaine. Et généralement, et je vois même derrière ce projet-là une armée africaine stationnée quelque part à Bangui, qui est le centre de l'Afrique, etc. Justement, en fait, vous savez, quand la ZLECAf, qui est déjà entrée en vigueur, commencera à être exécutée, la ZLECAf pourrait précipiter la marche de l'Afrique pour le continent africain. Il y en a énormément de choses où on mettait beaucoup de temps à se préparer. La ZLECAf va nous y jeter et on sera obligé de réagir. De la même manière qu'on a réagi avec les innovations technologiques. Quand les innovations technologiques venaient avec la mondialisation, j'ai voulu dire, quand on nous basculait dans la mondialisation, on n'était pas prêt, mon cher. Maintenant, chemin faisant, 20 ans, 25 ans après, disons 30 ans après, on commence à voir une perspective tout à fait plus heureuse que la perspective Aujourd'hui, il y a une claire conscience que pendant longtemps, on a été des enjeux de la globalisation. Et aujourd'hui, il y a une volonté affichée sur le continent africain d'inverser un peu la tendance. Et la ZLECAf aussi sera de nature à nous amener à précipiter énormément de projets. Parce que dès lors que nous faisons du business à l'échelle du continent, c'est au nom de ce business-là qu'on aura besoin de disposer de la mobilité sur le continent, pour pouvoir au moins nous déplacer. C'est au nom de ce business-là et dans les intérêts de ce business-là que nous aurons besoin de nous protéger. Donc la question sécuritaire vient. Et c'est au nom de ce business-là que nous voulons sauver, qui fera que nous devrons nous imposer sur les grandes rencontres internationales, sur les grandes négociations internationales comme l'OMS. Et en ce moment, l'Afrique pourra parler d'une seule voix. Et c'est ça qui manque là. Tant que l'Afrique, dans sa globalité, ne puisse pas parler à travers une seule voix, on est toujours à la merci des autres. Et la ZLECAf sera de nature, sur le plan des relations internationales, même nous amener à l'Afrique à précipiter la réforme tant attendue au niveau du système des Nations Unies. Parce que quand on parlera d'une seule voix, on tapera sur la table et on devrait pouvoir intégrer le Conseil de sécurité. Et quand on parlera d'une seule voix, toutes les ressources qui font fonctionner l'économie mondiale se trouvent en Afrique. Donc l'Afrique a aujourd'hui les bonnes cartes à mettre sur la table pour défendre ses propres intérêts. Donc j'estime, à mon avis, que même si dans un premier temps, il peut y avoir des risques et des pertes, mais dans le long temps et dans le long terme, l'Afrique sera toujours gagnante. Donc, la zone de libre-échange de l'ECAF doit être mise en avant et beaucoup plus promue par rapport à ce qui se passe en Afrique. Et si l'Afrique la réussit, ça veut dire qu'on va décoller. Absolument, c'est fini. Et d'ailleurs, vous savez, on a l'Afrique dans son projet ou dans son processus d'intégration avait mis en avant le processus politique avec l'OUA d'abord et ensuite l'UA. Aujourd'hui, l'Afrique vient renforcer une nouvelle note dans ce processus-là, et c'était la note manquante, c'est ce qu'on appelle le processus économique. Parce que jusqu'ici, on était dans les zones géographiques, les zones sous-régionales, et chaque sous-région essayait d'en faire, faisait tant bien que mal. Maintenant, c'est la première fois dans l'histoire du continent. De la même manière qu'on avait un projet politique à l'échelle et à la dimension du continent, on a un projet économique à l'échelle et à la dimension du continent, c'est la ZLECAf. Et puis, comme dit la sagesse Wolof, la morale Wolof, mbolo moy doole. Quand vous êtes en nombre,
quel que soit Alpha, vous êtes toujours gagnant parce que vous pouvez faire dans la complémentarité. Quelle que soit la situation, quand vous êtes en nombre, vous êtes beaucoup plus gagnant que quand vous étiez seul. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue basique et mathématique, il y a des liens à aller au niveau de la ZLECAf. Et je vous renvoie à l'aventure ambiguë de Cheikh Amadou Kane, qui dirait avec Samba Diallo au contact de l'école française, ce qu'il perdra vaudra-t-il mieux ce qu'il gagnera. C'est exactement le cas de la ZLECAf. C'est vrai, au contact avec la mise en œuvre de la ZLECAf, les multinationales vont nous infiltrer, mais ce sera juste pour un bon bout de temps, que nous puissions maintenant savoir les identifier de ce qui est multinational, de ce qui est africain, pour pouvoir véritablement aller de l'avant. Maintenant, il y a des grands défis qui attendent l'Afrique, mais aussi, il faut que l'Afrique ait une ressource humaine forte. Et comme on a une jeunesse qui est là, il faudrait que la jeunesse soit de plus en plus consciente par rapport aux questions d'enjeux mondiaux, d'enjeux géostratégiques. C'est dans cette logique que nous, sur Entretien avec, à chaque fois, on termine avec un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Si vous aviez un message à lancer aux jeunes africains, de ne jamais désespérer de l'Afrique. Vous savez, si pour autant, dans les années 60, on avait une jeunesse africaine qui était très engagée, dans l'intervalle de temps, avec ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel, on a eu une jeunesse qui avait plus ou moins lâché le bras. Mon foi, quand je me déplace sur le continent, je constate qu'il y a ce regain de passion, d'enthousiasme pour l'Afrique et dans l'Afrique que celle de même intensité et de même degré que l'enthousiasme de cette jeunesse qui avait combattu pour avoir les indépendances. Ici, ajoute que contrairement à cette jeunesse-là, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus instruite, beaucoup plus compétente en termes d'aptitude, qui fait que véritablement, on ne peut qu'avoir foi du continent africain et de son devenir, parce que on se rend compte que si l'Afrique, pour autant, en ces temps actuels, est entre de mauvaises mains, disons, il y a lieu. Bon, disons que la majeure partie des présidents qui nous gouvernent, souvent, ils jouent contre l'Afrique en réalité. Mais j'ai foi en cette jeunesse-là que je vois monter. Cette jeunesse-là, quand elle arrivera au pouvoir, quand elle arrivera aux affaires, elle va jouer pour l'Afrique. Parce que c'est une jeunesse qui a quelque chose que ses aînés n'avaient pas. C'est comme que la compétence, les études, le caractère décomplexé. Et puis, pour autant, la jeunesse de l'autre monde était cloisonnée. Aujourd'hui, la jeunesse de ce monde est décloisonnée. C'est une jeunesse qui pense mondialisation, qui redéfinit les rapports de force, qui est capable de se mirer sur son propre miroir pour voir ses propres tâches, et de se prendre par conséquent, ce qui n'était pas souvent évident avec l'ancienne génération. Pour autant, cette jeunesse-là est consciente de ses forces et de ses faiblesses. Pour autant aussi, cette jeunesse montante-là est consciente de ses handicaps. Et pratiquement chaque jour que Dieu passe, cette jeunesse se donne les moyens de pouvoir s'améliorer. C'est pourquoi que l'expérience que j'ai tirée dans les différentes écoles où j'enseigne, et quand j'échange avec les étudiants et que je vois l'état d'esprit qui les anime, je pense qu'on peut mourir tranquille pour l'Afrique parce que la relève arrive de l'autre. Espérons. Ouais. Espérons que cette jeunesse-là soit à la hauteur de Absolument. Maintenant, l'émission qui a sa fin, quel sera votre dernier mot? Bon, mais vous remercier et puis vous encourager d'avoir
d'avoir eu l'aimabilité de m'ouvrir vos micros, hein, et de vous souhaiter aussi bonne chance. Plein de succès. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Entretien avec, qui recevait M. Siressi. Et on vous rappelle juste, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager.